Merci beaucoup. Je suis très honoré et heureux de participer à la fondation du groupe de recherche épistémologique. Je pense que ça va être un excellent centre de recherche. Donc, je tiens à remercier Claudine, Jean-Marie et Benoît d'organiser ça. Et donc, je commence séance tenante. Je vais parler d'un paradoxe, le paradoxe du dogmatisme, qui est un paradoxe de découverte récente, qui a été découvert en fait par Saul Kripke autour de 1970 dans une conférence qui est restée non publiée pendant 40 ans. Elle a été publiée en 2011, mais elle était connue et très tôt, en 1973, Gilbert Hartman a publié un petit livre très influent, Thought, dans lequel il présente le paradoxe et il présente une solution au paradoxe. Et puis, on n'en a pas trop parlé après ça. La solution de Hartman était un peu considérée comme la solution du paradoxe. Et depuis quelques années, il y a plusieurs articles qui ont montré que cette solution ne marche pas. Et donc, le paradoxe est revenu dans la pile des paradoxes non résolus de la philosophie. Donc, je vais vous parler de ce paradoxe aujourd'hui, et puis je vais présenter une solution. Je vous dis tout de suite que je ne suis pas très confiant dans la solution que je vais défendre, parce qu'elle a un problème majeur. Mais la raison pour laquelle c'est celle que, si vous mettez un revolver sur la tempe, je choisirais, c'est que les autres solutions que je suis capable d'imaginer sont pires. Donc, pour vous convaincre que ça vaut le coup de considérer ma solution, je vais vous présenter les autres solutions et vous dire pourquoi je les trouve pires, ou en tout cas pourquoi je ne les aime pas. Et du coup, je vais vous présenter ma solution et je vais vous dire aussi qu'est-ce qui ne va pas avec ma solution. Et je vous laisserai trouver peut-être une autre solution au paradoxe. D'accord ? Donc, le paradoxe en deux mots, enfin en trois phrases, on peut l'exprimer comme ça. Si vous savez que P, donc si vous savez qu'il fait beau dehors, vous savez que toute indication qu'il est faux qu'il fait beau dehors est trompeuse. Mais si vous savez que toute indication que P est faux est trompeuse, alors vous devriez être disposé à ignorer toute indication que P est faux. Il y a un « et trompeuse » en trop dans le... Oui. Mais vous ne devriez pas être disposé à cela. Il est irrationnel d'être disposé à cela. Ok, donc ça c'est le paradoxe de base. Si je sais quelque chose, je sais que tout ce qui indique le contraire est faux, et donc je devrais juste ignorer tout ce qui indique le contraire. Alors on va prendre un exemple concret de ce paradoxe pour voir en quel sens, pourquoi il y a vraiment un paradoxe, ce sera plus clair avec un cas concret. Donc on imagine Nat. Nat suit les résultats du football assez régulièrement, soit en les lisant dans les journaux, soit dans Libération, qui paraît le matin, soit dans Le Monde, qui paraît l'après-midi. Peu importe, quand elle trouve Le Monde, elle regarde Le Monde, quand elle trouve Libération, elle regarde Libération, ainsi de suite. Ok, et hier, il y a eu un match PSG-Bordeaux. Donc on suppose que hier, il y a eu un match PSG-Bordeaux, et Nat, le matin, donc la première partie du paradoxe passe le matin, Nat, le matin, ouvre Libé, regarde les résultats du football d'hier. Et elle voit dans le... Libé dit PSG a battu Bordeaux hier, donc le PSG a gagné. Et c'est vraiment le cas, le reporter était là, tout est normal. Dans les circonstances habituelles, on dirait, Nat sait que le PSG a gagné hier. Ok, donc ça c'est la première affirmation du paradoxe. Nat sait que le PSG a gagné. Ou, si vous voulez, le matin, après avoir lu Libération, Nat sait que le PSG a gagné. Deuxième affirmation, c'est que Nat réfléchit un peu et dit ok, alors Le Monde va paraître cet après-midi, et ils vont écrire les résultats du football. Et bien sûr, le PSG a gagné. Elle sait que le PSG a gagné. Donc, ou bien Le Monde écrit que le PSG a gagné, ou bien Le Monde écrit que le PSG a perdu, et s'ils écrivent que le PSG a perdu, ils se trompent, puisque le PSG a gagné. Donc en mettant ça un peu plus d'une affirmation plus serrée, on va dire que si Nat sait que le PSG a gagné, Nat sait que si Le Monde rapporte que le PSG a perdu, Le Monde se trompe. D'accord ? Donc ça, c'est la deuxième affirmation, puisqu'il suit du fait que le PSG a gagné, que si Le Monde rapporte que le PSG a perdu, Le Monde se trompe. Ok. Donc de ces deux choses-là, vous pouvez déduire que Nat sait que si Le Monde rapporte que le PSG a perdu,
alors il ne rapporte pas le bon résultat. OK. Maintenant, Nat sait que si le monde rapporte que le PSG a perdu, alors le monde rapporte un mauvais résultat. Du coup, elle devrait se dire, si le monde rapporte que le PSG a perdu, je dois ignorer ce qu'écrit le monde, parce qu'on ne va pas croire quelque chose dont on sait que c'est un mauvais résultat. Donc du coup, la troisième affirmation du paradoxe, c'est de dire que si Nat sait que le monde rapporte... Si Nat sait que si le monde rapporte que le PSG a perdu, alors il ne rapporte pas le bon résultat, il est rationnel pour Nat d'être disposé, à ignorer un rapport du monde que le PSG a perdu. Ok, donc Nat doit être disposé le matin, il doit se disposer à faire. Si cet après-midi j'ouvre le monde et je vois qu'ils disent le PSG a perdu, je dois juste ignorer ce qu'ils écrivent. De ça et des précédents, on peut déduire qu'il est rationnel pour Nat d'être disposé à ignorer un rapport du monde que le PSG a perdu. Il devrait avoir un disposé ici. Mais ça semble mauvais, ou on dirait que c'est quelque chose, certaines personnes vont dire non, ça ne va pas. Il n'est pas rationnel pour Nat d'être disposé à ignorer un rapport du monde que le PSG a perdu. Ok. Alors ça, c'est la première partie, ce qui se passe le matin. Maintenant, l'après-midi, on peut diviser le cas en 3 versions. Il y a une version dans laquelle tout va bien, le monde paraît l'après-midi et dit aussi que le PSG a gagné, et les choses s'arrêtent là. Deuxième version auquel vous pouvez penser aussi, le monde, il y a un problème avec la section de sport, il ne rapporte aucun résultat. Et troisième version, que je vais appeler la version anormale, c'est qu'en fait le monde fait une erreur d'impression et dans le monde il y a écrit le PSG a perdu. Ok, alors supposez qu'on soit dans cette version-là où l'après-midi le monde paraît et le monde écrit que le PSG a perdu. On peut ajouter les affirmations suivantes. Si le matin, il était rationnel pour Nat d'être disposé à ignorer un rapport que le PSG a perdu dans le monde, alors l'après-midi, quand elle ouvre le monde et qu'elle voit le rapport que le PSG a perdu, il est rationnel pour elle de l'ignorer. De dire, hop, le monde se trompe, le PSG a gagné, le monde a juste fait une erreur d'impression. Donc de ça et de ce qui précède, on peut dire l'après-midi, il est rationnel pour elle d'ignorer que le rapport du monde a perdu. Mais ça, c'est fou. Il est irrationnel pour Nat d'ignorer le rapport du monde que le PSG a perdu. Pour vous mettre en tête, elle lit, de temps en temps, elle lit Le Monde, elle croit ce qu'il y a écrit dans Le Monde, de temps en temps, elle lit Libé, elle croit ce qu'il y a écrit dans Libé. Et là, elle a vu dans Libé le PSG a gagné. Elle ouvre Le Monde dit le PSG a perdu, elle est là, ils se sont trompés, le PSG a gagné. Mais ça, c'est absurde, on ne doit pas faire ça, c'est une attitude irrationnellement dogmatique. Ok. Et donc, si on admet 9, si on pense qu'il n'est pas rationnel pour elle d'être dogmatique de la sorte, on doit rejeter une des autres affirmations en gras, soit l'affirmation moréenne, soit l'affirmation de clôture, soit l'affirmation normative, soit la préservation. Pas la modestie en théorème, c'est aussi une chose qui est incompatible avec les autres. Donc vous avez 2 paradoxes, si vous voulez. Vous avez le paradoxe du matin, qui est les 4 affirmations de gras du matin sont incompatibles entre elles. Et le paradoxe de l'après-midi, vous prenez les 3 premières affirmations du matin, plus préservation, et c'est incompatible avec ça. Voilà le paradoxe dogmatique. Donc maintenant, on va essayer de résoudre ça, donc d'expliquer qu'est-ce qui ne va pas. Bien sûr, il faut voir qu'une chose qu'on pourrait dire tout de suite, c'est Nat ne sait pas que le PSG a gagné. Elle lit un journal. Alors on peut se demander, est-ce que c'est la même chose dans toutes les versions? Est-ce que dans la version normale, elle ouvre Libé dit que le PSG a gagné, et Le Monde va imprimer exactement la même chose dans quelques heures? Est-ce que dans cette version-là aussi, elle ne sait pas? Donc on pourrait nier qu'elle sait. Mais on peut, j'espère que vous voyez qu'on peut faire ce genre de problème pour plein d'autres choses que juste les choses qu'on lit dans les journaux. Et si votre solution c'est de dire que ah oui mais elle ne sait pas que le PSG a gagné, alors on va se retrouver à dire que par exemple je ne sais pas qu'il y a un micro sur cette table et ainsi de suite, et on arrivera à l'idée qu'en fait on ne sait pas grand chose. Donc si on n'est pas un sceptique et qu'on pense qu'on sait certaines choses, il va falloir rejeter quelque chose d'autre dans la liste. Alors maintenant les solutions, c'est sur l'autre page de l'exemplier que vous avez en main.
La solution classique, donc quand Harman a présenté ce problème en 73, il avait une solution qui était la suivante. Il disait, bon, c'est vrai qu'elle sait qu'au début, le matin, Nat sait que le PSG a gagné. Et à cause de ça, elle sait que si le monde imprime autre chose, le monde se trompe. Mais l'après-midi, quand elle ouvre le monde, le fait que le monde imprime autre chose lui fait perdre sa croyance que le PSG a gagné. Sa connaissance que le PSG a gagné. Donc maintenant, elle ne sait plus si le PSG a gagné. Et du coup, elle ne peut pas juste ignorer ce que dit le monde. Elle dit, ah ouais, le monde, ils disent qu'ils ont perdu, ils ont gagné, il faut hésiter. Donc ça, la solution classique, c'est de dire, c'est vrai qu'avant, au début, elle sait que le PSG a gagné, et donc elle sait que si le monde imprime le contraire, le monde se trompe. Mais dès qu'elle est confrontée à ce que dit le monde, alors elle perd sa connaissance. Et du coup, il est plus rationnel pour elle d'ignorer ce que dit le monde. Donc ça revient à rejeter cette affirmation-là de préservation. C'est la solution qui a un peu mis le problème en sourdine pendant 30 ans, 40 ans. Mais la solution, elle ne marche pas parce que elle arrive à expliquer pourquoi l'après-midi, il n'est pas rationnel pour Nat d'ignorer ce que le monde raconte. Et ça, j'ai rien contre cet aspect-là de la solution. Mais elle n'arrive pas à expliquer ce qui se passe avant que la connaissance soit perdue. Notamment le matin, on peut trouver des choses très dogmatiques à faire qui semblent complètement folles de faire et pour lesquelles on peut faire un raisonnement comme ça. Par exemple, donc voilà un exemple de la... Bon, peut-être je vais commencer avec quelque chose de simple qu'on peut présenter sur celui-là. Par exemple, supposez que Nat a une pilule, qu'elle avale cette pilule et elle se dit « le PSG a gagné », et cette pilule va fixer dans son esprit cette croyance pour toujours. Donc elle a cette pilule dogmatique, ça s'appelle dogmatica. Vous prenez la pilule, vous dites une phrase, et ça imprime la croyance dans votre tête pour toujours. Imaginez quelle est cette pilule-là. Alors maintenant, je vous fais un argument qui est, ok, Nat, elle sait que le PSG a gagné, elle sait que si le monde rapporte que le PSG a perdu, alors il ne rapporte pas le bon résultat, et du coup, elle devrait prendre la pilule pour être sûre que si le monde rapporte autre chose, elle continue de croire que le PSG a gagné. Mais clairement, c'est irrationnel de prendre ce genre de pilule. Il y a quelque chose de dogmatiquement fou de prendre des pilules de prendre une pilule comme ça pour fixer sa croyance, pour être sûr que même si tout le monde vous dit preuve à l'appui que le PSG a perdu, vous allez juste tenir le PSG a gagné. Et ça se produit avant qu'elle ait perdu la croyance, avant que qu'elle ouvre le monde et que le fait que le monde imprime le contraire lui fasse perdre sa connaissance. Donc la solution de Harman, elle ne peut pas résoudre cette version avec la pilule dogmatique. Une autre chose dogmatique que vous pouvez faire avant de perdre la connaissance, c'est éviter d'enquêter. Donc par exemple, vous pouvez imaginer un docteur qui sait que le sucre contribue à l'obésité, par exemple. Donc le docteur sait, beaucoup de docteurs savent ça. Donc imaginez un docteur qui sait ça et qui reçoit sa publication professionnelle, sa revue professionnelle préférée, et regarde le menu, enfin la table des matières, et dans la table des matières, il y a un article qui s'appelle Nouvelle étude sur le lien entre le sucre et l'obésité. Et le docteur se dit, bon, soit l'étude dit que le sucre cause l'obésité, et je n'ai pas besoin de la lire, soit elle dit le contraire et elle se trompe. Donc je n'ai pas besoin de la lire. Donc je ne lis pas l'étude. Encore une fois, ça semble irrationnel d'éviter l'enquête comme ça. Et ça, c'est avant même que... Remarquez que le titre ne dit pas que l'étude est contre, l'étude remet en cause le lien entre l'obésité. Ça serait fou de dire que juste en lisant ce titre, le docteur cesse de savoir que le sucre cause l'obésité. Voilà, j'avais un troisième cas qui est présenté par Lazonin, qui est intéressant, mais on va passer ça.
Donc voilà pourquoi la solution classique ne marche pas, parce que même avant d'être confronté à l'indication que ce que vous savez est faux, vous pouvez faire des choses très dogmatiques qui semblent complètement irrationnelles de faire, mais en même temps, ce raisonnement semble dire oui, si, il faudrait que, comme elle sait que le PSG a gagné, ben, il est très bien pour elle de prendre une pilule qui assure qu'elle ne va pas changer d'avis sur le sujet. Ok. Donc une deuxième solution, donc maintenant on arrive aux solutions, ok, bon, essayons quelque chose. Et une deuxième solution qui est, qui est apparue récemment dans la littérature, c'est de rejeter ce que j'appelle l'affirmation de clôture. Bon, je ne vous explique pas pourquoi ça s'appelle clôture, mais les aficionados sauront. Donc l'affirmation 2, qui est la clôture, c'est l'idée que, ou ce qu'on appelle la clôture épistémique, c'est l'idée que si vous savez quelque chose et que vous raisonnez bien, vous savez les conséquences logiques de cette chose. Et donc là, l'idée, c'est que si elle sait que le PSG a gagné, elle sait une chose qui est une conséquence logique du fait que le PSG a gagné, à savoir que si le monde imprime qu'ils ont perdu, le monde se trompe. Donc il y a une solution qui consiste à rejeter ça. Ça a été défendu par deux personnes dans un papier récent. Et je ne vais pas vous expliquer ça parce que c'est un peu compliqué et c'est pas très convaincant. Et Benoît me dit qu'il va défendre une solution similaire, mais d'une autre façon. Donc on garde ça pour la partie commentaire. Donc je passe à la solution faillibiliste, qui est probablement la solution préférée des gens, mais personne ne l'a mise par écrit, mais c'est probablement celle que les gens vont préférer. Donc le faillibilisme, c'est l'idée, en tout cas pour le cadre de cette discussion, le faillibilisme, c'est l'idée que pour presque toute affirmation, même si vous savez que cette affirmation est le cas, vous devez accorder quelques degrés de croyance dans la négation de cette affirmation. C'est-à-dire, même si je sais qu'il fait beau dehors, je dois avoir quelques degrés de croyance qu'il ne fait pas beau dehors. Je dois être un peu, pas complètement certain qu'il fait beau dehors. Donc c'est l'idée du faillibilisme, c'est que ouais, c'est pas bien d'être certain en général, et ne pas être certain, ça veut dire donner quelques degrés de croyance, quelques mesures de croyance dans la négation de la chose que vous croyez. Ok, et alors, si vous acceptez ça, les choses deviennent plus faciles. Alors, je vous ai fait un petit tableau dans lequel, d'un côté, vous avez la possibilité que le PSG gagne. Donc, du coup, le faillibilisme vous dit, oui, Nat, elle sait que le PSG a gagné, mais elle doit avoir un petit degré de croyance que le PSG a peut-être perdu. Donc, on peut se représenter un peu les choses comme ça, dans un tableau avec d'un côté, oui, je vous mets sur la feuille, je ne vous le mets pas là-haut, là j'en garde le paradoxe. D'un côté, le PSG a gagné, d'un autre côté, le PSG a perdu. Alors, le PSG a gagné, elle en est quasiment sûre, donc j'ai mis 9 sur 10 de probabilité. Elle est assez confidente que le PSG a gagné, mais quand même, elle dit une chance sur 10 qu'ils ont perdu. En dessous, vous avez, s'ils ont gagné, il y a encore deux possibilités. Soit le monde rapporte qu'ils ont gagné, tout va bien, soit le monde rapporte qu'ils ont perdu. Et côté ils ont perdu, deux possibilités encore, soit le monde rapporte qu'ils ont gagné, soit le monde rapporte qu'ils ont perdu. Et alors, ce qui va se passer, c'est que l'idée que s'ils ont gagné, il est peu probable que le PSG rapporte qu'ils ont perdu. Et par contre, s'ils les ont perdus, il est très probable que le monde rapporte qu'ils ont perdu. Et étant donné les hypothèses de base qu'on a à l'arrière-fond que l'IB et le monde sont aussi fiables l'un que l'autre, on va avoir le résultat que la quantité que j'appelle A et la quantité que j'appelle B dans le tableau sont à peu près égales. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est étant donné, en supposant que RP, c'est-à-dire que le monde rapporte que le PSG a perdu, c'est à peu près autant de degrés de croyance qu'il a gagné qu'il a perdu. Donc vous pouvez voir que les degrés de croyance de Nat sont comme ça. Donc ce qui se passe, c'est qu'elle divise sa croyance entre plusieurs possibilités. Elle dit, ok, je mets le paquet sur le PSG a gagné, mais je mets un petit peu sur le PSG a perdu. Et dans le PSG a gagné, le grand paquet, elle a un petit paquet, et le monde se plante et rapporte l'inverse. Et dans le petit paquet, le PSG a perdu, elle a un gros paquet, et le monde a les bonnes choses et rapporte qui a perdu. Et du coup, si on se concentre juste sur les possibilités où le monde rapporte que le PSG a perdu, c'est 50-50, 50-50 que le PSG a perdu. Ok, et étant donné ça,
alors les faillibilistes disent, bah ouais, justement, elle doit se dire que si le monde rapporte que le PSG a perdu, il y a de bonnes chances que le PSG a perdu, et du coup, elle ne doit pas prendre la pilule qui va l'empêcher de croire que le PSG a perdu si le monde rapporte ça. Donc la solution marche bien pour expliquer pourquoi donc l'affirmation normative ne marche pas. Même si elle sait que si le monde rapporte que le PSG a perdu, alors il ne rapporte pas le bon résultat, en même temps, elle a un degré de croyance que s'ils rapportent qu'ils ont perdu, alors en fait le PSG a vraiment perdu. Ok. Bon, pourquoi j'aime pas cette solution? Pour deux raisons. Première raison, eh ben, les faillibilistes, ils sont obligés ils recommandent qu'on fasse des affirmations du style suivant. Le PSG a gagné, mais ils ont peut-être perdu. Le PSG a gagné, mais il y a une petite chance qu'ils ont perdu. C'est un peu bizarre comme état d'esprit de dire oui, le PSG a gagné, mais ils ont une chance qu'ils ont perdu. On a l'impression que les deux états ou les deux croyances sont un peu incompatibles. Et donc les philosophes appellent ça la paradoxicalité de Moore, parce que c'est un peu paradoxal comme les affirmations de Moore dont Jacques-Henri a juste parlé à la conférence précédente. La paradoxicalité de Moore devient encore pire quand on regarde les conditionnels. Parce que, donc d'un côté, Nat croit que le PSG a gagné. Le PSG a gagné. Ça implique que si le monde dit qu'ils ont perdu, le monde se trompe. Donc si elle croit que le PSG a gagné, elle devrait aussi croire cette conclusion logique que si le monde rapporte qu'ils ont perdu, le monde se trompe. Mais d'un autre côté, le petit modèle qu'on a là, où elle a pardon, je reformule. D'un autre côté, elle accorde une petite chance au fait que le PSG a perdu. Et en fait, elle accorde, sous l'hypothèse que le monde rapporte que le PSG a perdu, elle pense que c'est aussi probable que non que le PSG a perdu. Et si on accepte une façon standard de relier les degrés de croyance sous des suppositions et les conditionnels, les faillibilistes vont devoir dire qu'elle doit aussi accepter le conditionnel suivant, qui est si le monde rapporte que le PSG a perdu, alors il est aussi probable que non que le PSG ait perdu. Et si vous acceptez ce petit bout que si on croit si A alors B et si A alors C, alors on doit aussi croire si A alors B et C, eh ben elle doit accepter ce conditionnel bizarre qui dit si le monde rapporte que le PSG a perdu, alors il y a autant de chances qu'ils aient gagné que perdu, et le monde ne rapporte pas le bon résultat. Et ça ne semble pas cohérent. Donc je pense que c'est une façon de montrer que cette idée à la fois elle doit croire que le PSG a gagné, mais à la fois elle doit croire qu'il y a une chance qu'il n'ait pas gagné, ça mène à des états inconsistants. Deuxième problème avec le faillibilisme, c'est ce que j'appelle un cœur malcolmien. Norman Malcolm défendait dans un papier très influent de 1952 qu'il y a certaines croyances qu'on ne remettrait en question sous aucun prétexte. Et les exemples qu'il donnait, c'est qu'il y a une bouteille d'encre devant moi maintenant. Et il pensait, quoi qu'il arrive, même si je passe ma main à travers la bouteille d'encre et ma main traverse l'encre comme ça, ça ne va pas suffire à me convaincre qu'il n'y avait pas une bouteille d'encre maintenant. Et donc il pensait qu'il y a ces affirmations à propos desquelles le dogmatisme est parfaitement OK, qui sont juste, quoi qu'il arrive, c'est impossible de rationnellement abandonner ces croyances. C'est un peu inspiré par les discussions de Wittgenstein de la certitude, qu'est-ce qui pourrait me faire remettre en question que mon nom est Julien, et ce genre de choses. Donc en fait, Malcolm pensait qu'il y avait un cœur de propositions comme ça qui était juste impossible c'était juste impossible de rationnellement en douter. La plupart des gens n'accepteraient pas l'idée de Malcolm que sous aucune condition vous douteriez qu'il y ait une bouteille d'encre devant vous. Enfin, on peut imaginer que vous commencez à avoir des lettres clignotées dans votre champ visuel qui vous disent vous êtes dans la matrice, vous êtes dans la matrice. Dans ces cas-là, je douterais qu'il y avait vraiment une bouteille d'encre devant moi. Mais certains gens penseraient que ce qui concerne mon expérience maintenant, peut-être il n'y aurait rien qui pourrait m'en faire douter. Mais moi, je ne crois pas à ça non plus.
En fait, je crois qu'il n'existe pas de cœur malcolmien. Il n'y a vraiment aucun ensemble de propositions qui est tel que sous aucune condition, il serait rationnel d'en douter. Et en résumé, le problème avec les faillibilistes, c'est que quand ils vous font des petits tableaux comme celui que j'ai mis sur la feuille, ils disent, ils considèrent qu'il faut que le sujet regarde les possibilités qui sont compatibles avec ses données. Et ils vont vous dire que, par exemple, les données du sujet, c'est que Libération a imprimé une victoire du PSG, Le Monde a imprimé une défaite du PSG, et ainsi de suite. Mais cette affirmation-là, que Libération a imprimé une victoire du PSG, elle aussi est sujette à un paradoxe dogmatique. Et pour le résoudre à la façon faillibiliste, on va être obligé de dire que « Ah mais non, mais ça, c'est pas une donnée non plus. Les données, c'est qu'il me semble que Libération a imprimé une victoire du PSG, mais je peux aussi vous faire un paradoxe dogmatique sur le fait qu'il vous semble que Libération... » Et au final, on arrive à plus avoir de données, et il n'y a personne qui a développé une théorie épistémique qui fasse sens de l'absence totale de données ou de choses certaines. Le plus proche qui ait fait ça, c'est Richard Jeffrey, mais en fait, pour ceux qui connaissent un peu, Richard Jeffrey assume que la logique est certaine. Et je pense que c'est pareil, les affirmations logiques, notamment celles qui sont compliquées, sont certainement pas des choses à propos desquelles le dogmatisme serait rationnel. Donc, je n'aime pas la solution faillibiliste pour cette raison-là. J'ai 5 minutes encore ? 10 minutes. Ok, alors je vais essayer de faire 5-10 minutes pour vous dire quelle est la solution que j'adopte et pourquoi pourquoi elle a un gros problème. Ok. Alors la façon à laquelle moi je pense à ça, c'est... donc le faillibiliste, il rejette l'affirmation normative et il la rejette en disant parce que le sujet doit assigner une certaine possibilité, doit traiter comme possible le fait que le PSG est perdu. Moi je rejette l'affirmation normative aussi, mais ma solution, elle ne requiert pas qu'on traite comme possible que le PSG est perdu. Ma solution, c'est juste de dire, supposez que Nat, elle prenne la pilule. Le problème, c'est que pour autant qu'elle sache, prendre la pilule ce coup-là, ça va la faire tenter de peut-être prendre la pilule aussi demain, et le jour d'après, et le jour d'après, sur différentes choses qu'elle croit. Et peut-être ce jour-là, elle sait vraiment que le PSG a gagné parce que Libération a bien imprimé le bon résultat, mais peut-être demain elle fait la même chose et elle croira savoir, mais elle ne saura pas. Donc l'idée c'est que même si elle est certaine que le PSG a gagné, il y a toujours cette possibilité que faire ces choses dogmatiques, ça développe en elle des mauvaises habitudes de pensée qui vont la rendre, qui vont faire que plus tard elle va se fixer dogmatiquement sur des croyances fausses. Et ça c'est mauvais. Donc vous pouvez même mettre ça dans un petit tableau de problèmes de la décision. Alors j'ai fait un tableau qui dit quels sont les choix cognitifs auxquels Nat fait face. Le tableau c'est celui que j'ai mis sur l'exemplier. Donc partout on a le PSG a gagné. On n'a pas besoin de considérer que c'est possible que le PSG ait perdu. On est sûr que le PSG a gagné. Mais on a deux possibilités. Une c'est que prendre la pilule, par exemple, ça ne va pas générer une mauvaise habitude qui va lui faire prendre une pilule sur une croyance fausse plus tard, ou il y a aussi la possibilité que prendre la pilule aujourd'hui, ça va générer une habitude qui va lui faire prendre une pilule sur une croyance fausse plus tard. Donc c'est comme ça que je divise les deux. Et ensuite, vous pouvez imaginer que dans le cas où la pilule ne génère pas de mauvaise habitude, soit vous allez rencontrer une indication qu'il est faux que le PSG gagne, soit vous n'allez pas la rencontrer, et de la même façon du côté où la pilule génère une mauvaise habitude. Et vous pouvez regarder quels sont les effets d'être dogmatique, ou par exemple de prendre la pilule, et quels sont les effets de ne pas prendre la pilule. Et vous pouvez voir que ce qui va se passer, c'est que dans la première catégorie, c'est indifférent. Dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire si... Bon bref, ce que vous allez voir, c'est que plus il y a de chances que prendre la pilule ou vous fixer sur votre croyance ou résoudre d'ignorer ce que dit le monde, plus il y a de chances que ça génère des mauvaises habitudes de pensée, moins ça sera raisonnable de faire ces choses-là. Alors, deux traits importants de ma solution, c'est que, comme je l'ai dit, ma solution ne requiert pas qu'on introduise une possibilité que le PSG a perdu. Donc elle n'a pas ce problème des faillibilistes qu'il faut commencer à traiter tout comme possible.
un autre avantage de cette solution, c'est qu'elle est flexible, c'est-à-dire qu'elle ne dit pas que le dogmatisme est toujours mauvais. C'est un point que Kripke remarque, c'est que parfois le dogmatisme est... c'est pas le dogmatisme, c'est certaines attitudes dogmatiques, entre guillemets, sont justifiées. Donc par exemple, si j'ai lu 15 journaux qui tous rapportent une victoire du PSG, je peux me dire, ok, je vais brûler le 16e journal, parce que ou bien ils rapportent une victoire du PSG, ou bien ils ont fait une erreur. Et à ce moment-là, le dogmatisme est justifié, et vous pouvez expliquer, donc dans ma solution, c'est assez souple, d'expliquer pourquoi, suivant le coût possible de l'habitude, parfois ça va être ok d'être dogmatique, parfois ça ne va pas être ok. Ok, donc jusqu'ici tout va bien. Maintenant, le problème avec cette solution, c'est un problème plus général qui a été posé par Roderick Firth contre les théories qui disent que la rationalité des croyances ou la rationalité épistémique, c'est une question de faire ce qui est bien dans le but d'avoir des croyances vraies plutôt que fausses. Et pour vous expliquer le problème, je donne un exemple simple. Supposez que vous voyez une pomme rouge et vous savez que si vous croyez que cette pomme est rouge, on va vous donner des drogues hallucinogènes et vous allez avoir plein de croyances fausses. Par contre, si vous croyez que cette pomme est verte, on ne va pas vous donner des drogues hallucinogènes. Dans cette situation, la meilleure chose à faire dans le but d'avoir plein de croyances vraies, c'est de croire que cette pomme est verte. Mais vous n'avez pas de raison de croire que cette pomme est verte. Il n'est pas épistémiquement rationnel pour vous de croire que cette pomme est verte. Vous voyez qu'elle est rouge. Donc vous voyez que la pomme est rouge, vous n'avez pas de raison de croire qu'elle est verte, mais croire qu'elle est verte serait la bonne chose à faire pour avoir des croyances vraies en général. Ok, et donc il y a plusieurs façons de voir qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là. Donc certains gens vont dire, vous avez une raison de croire qu'elle est verte, mais c'est une raison pratique de croire qu'elle est verte. C'est une raison pratique ou pragmatique de croire qu'elle est verte. Une raison pratique dans l'optique d'avoir plus de croyances vraies après. Par contre, vous n'avez pas une raison épistémique de croire qu'elle est verte. Moi, ma façon préférée de parler, mais franchement je suis d'accord avec les deux, mais je vais utiliser la mienne, celle que je préfère, qui est de dire, non, vous n'avez pas du tout de raison de croire qu'elle est verte, vous avez une raison de vouloir croire qu'elle est verte. Ah, ce serait bien de croire qu'elle est verte, parce que comme ça, plus tard, j'aurai plein de croyances vraies. Ce ne serait pas bien de croire qu'elle est rouge, parce que si je crois qu'elle est rouge, eh ben, ils vont me droguer, et puis je vais croire n'importe quoi. Donc dans ces cas-là, vous avez une raison de vouloir croire que la pomme est verte, mais vous n'avez pas de raison de croire qu'elle est verte. Maintenant, je reviens à ma solution des mauvaises habitudes. Eh bien, si vous y réfléchissez, ma solution, elle fait exactement le même genre de raisonnement que la personne avec la pomme rouge et les conséquences de croire qu'elle est rouge, et la pomme verte et les conséquences de croire qu'elle est verte. En fait, ma solution, elle vous dit, vous devez, par exemple, ma solution, elle va vous dire ça, si vous ouvrez le Monde et que le Monde dit le PSG a perdu, vous devez cesser de croire que le PSG a gagné, non pas parce que vous avez une raison de cesser de le croire, parce qu'en fait vous savez qu'ils ont gagné, mais parce que vous vous rendez compte que si vous continuez à le croire, ça va avoir des mauvaises conséquences. Et donc ma solution, elle semble dire que c'est pas épistémiquement irrationnel d'être dogmatique, et vous avez des raisons d'être dogmatique, mais vous avez aussi des raisons de vouloir ne pas être dogmatique. Donc j'arrive à expliquer pourquoi il y aurait des raisons de ne pas vouloir être dogmatique, il y aurait des raisons de ne pas vouloir prendre la pilule, mais je n'arrive pas à expliquer qu'il y ait des raisons de suspendre sa croyance, par exemple, quand on voit le monde, ou qu'il y ait des raisons proprement épistémiques de réviser ses croyances. Donc c'est pour ça que je ne suis pas très content avec ma solution, et donc à partir de là, je peux faire des épicycles sur expliquer pourquoi on a peut-être l'intuition que c'est vraiment des raisons de croire, alors qu'en fait c'est que des raisons pratiques, ou des raisons de vouloir ne pas croire, ou des raisons de vouloir croire. Voilà, et sinon, donc c'est pour ça que je pense que je n'ai pas réussi à sortir le paradoxe de la pile des problèmes non résolus, mais je pense que c'est un paradoxe qui vaut la peine de s'y pencher un peu plus dans les années à venir. Merci. Merci Julien donc, pour cet exposé. Donc la solution que je vais défendre, je vais proposer une autre nouvelle solution au paradoxe du dogmatisme.
qui sera sans doute prise pour une défense de la solution anti-clôture, mais qui en réalité, à mon avis, ne l'est pas. Elle a l'air de l'être, mais ce n'est pas le cas. Qui serait plutôt une manière de bien défendre la solution faillibiliste. Mais en réalité, il me préoccupe assez peu de savoir dans quelle catégorie on la met. Tout ce qui me préoccupe, c'est plutôt l'idée que ça a l'air d'être une solution qui rejette le principe de clôture, mais qui en réalité ne l'est pas. Donc, je voudrais contester le raisonnement suivant. À peu près tout ce que je vais dire est sur le handout, donc vous pouvez vous y référer, ce sera beaucoup plus simple. Donc je voudrais contester le raisonnement. Si sur la base de E, S c'est que P, si S c'est que si P est le cas, alors l'affirmation de qui que ce soit que non P, quels que soient les faits qui pourraient être découverts et qui l'étayeraient, serait erronée, alors S c'est que l'affirmation de qui que ce soit que non P, quels que soient les faits qui pourraient être découverts et qui l'étayeraient, serait erronée. Et donc ça consiste à contester, par exemple, que si S sait en lisant Libération que le PSG a gagné, alors S sait que si le Monde écrit autre chose, le Monde se trompe. Et Julien, pour sa part, ne conteste pas ce raisonnement, mais soutient qu'il ne suit pas de 3 étoiles, qu'il est rationnel pour S d'être disposé à ne pas tenir compte de ce qu'affirme le Monde si le Monde affirme que le PSG n'a pas gagné. Autrement dit, pour Julien, il ne suit pas de 3 étoiles, qu'il est rationnel pour d'être disposé à ne pas réviser sa croyance ou son degré de croyance que le PSG a gagné si le Monde affirme le contraire. Et pour Julien, même si S sait que le Monde se trompe si le Monde écrit que le PSG n'a pas gagné, il est épistémiquement rationnel pour S de se mettre à envisager sérieusement la possibilité que le PSG n'ait pas gagné si le Monde écrit que le PSG n'a pas gagné. Julien admet que cette thèse est contre-intuitive, mais soutient qu'elle constitue la moins mauvaise solution au paradoxe du dogmatisme. Pour lui, une telle attitude de la part de S ne serait bizarre ou épistémiquement irrationnelle qu'en apparence. Et j'ai tendance, pour ma part, à penser que cette thèse est excessivement contre-intuitive, et je voudrais indiquer très brièvement pourquoi, même si 4 étoiles suit intuitivement de 3 étoiles, 4 étoiles ne suit pas de 1 et de 2, parce que 3 ou 3 étoiles ne suit pas de ces deux prémisses. Autrement dit, si S sait en lisant Libération que le PSG a gagné, il ne s'ensuit pas que S sait que si le Monde écrit autre chose, le Monde se trompe. Pour Julien, comme pour Kripke ou Sharon Spectry par exemple, nier que 3 ou 3 étoiles suit de 1 et de 2 revient à nier le principe de clôture, qui est, il écrit, un des principes les plus plausibles à propos de la connaissance. Et pourtant, selon moi, nier que 3 ou 3 étoiles suit de 1 et de 2 ne revient pas à nier ce principe. Autrement dit, je voudrais montrer que affirmer que S, lorsqu'il sait, en lisant Libération, que le PSG a gagné, ne sait pas que le Monde se trompe s'il écrit le contraire, et plus généralement affirmer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'idée que du simple fait de savoir que P a T0, on sait à T0 que tout fait qui pourrait être découvert est pris pour une indication que non P serait trompeur, admettre cela, affirmer cela ne revient pas à rejeter le principe de clôture. Il est cependant incontestablement vrai que si P est le cas, tout ce qui pourrait sembler indiquer que non P est trompeur, ce qui est une autre manière de formuler la prémisse 2. Mais il ne s'ensuit pas que savoir que P est le cas, c'est savoir que tout ce qui pourrait sembler indiquer que non P est trompeur. Et ceci pour la raison suivante, parce que pour le savoir, il faudrait d'abord le croire. Et qu'il ne suit nullement du fait de savoir que P, ou du fait de croire à tort ou à raison savoir que P, que l'on croit que tout ce qui pourrait sembler indiquer que non P est trompeur. Croire une telle chose supposerait qu'on s'estime infaillible à propos de la question de savoir si P, ou à propos de la question de savoir si l'on sait que P. Or, croire que P, ou croire savoir à tort ou à raison que P, n'implique pas cela. On peut croire, à juste titre, que si P est le cas, tout ce qui pourrait sembler indiquer que non P est trompeur, mais croire que P est le cas n'implique pas de croire cela. Et mon point consiste à dire qu'il ne s'agit pas de dire qu'aucune croyance n'est jamais réellement pleine, ou qu'au cœur de la croyance, que P se trouve toujours une part, même infime, de doute, ou un certain degré de croyance que non P. Je suis d'accord avec toi pour dire que ce genre de conception conduit à des paradoxes dont il faudrait pouvoir se débarrasser. Ce que je veux dire, c'est que croire, même pleinement, que P, sur la base des données E, pour evidence, n'implique pas de s'estimer infaillible à propos de la question de savoir si P.
Et donc n'implique pas de croire que tout fait qui pourrait être découvert et pris pour une indication ou une preuve que non P serait trompeur. Autrement dit, la position que je défends consiste à dire que croire pleinement que P est en donné E n'implique pas d'être dogmatique et qu'il soit rationnel d'être dogmatique à propos de P et des données qu'on pourrait rencontrer dans le futur. Et alors, pour comprendre ce point, la conception de la croyance pleine que je propose est la suivante. Et je vais l'énoncer brièvement. Croire pleinement que P, consiste à croire ou engage à croire pleinement que l'on ne découvrira pas dans le futur de faits que l'on tiendra pour une preuve que non P. On croit que l'on ne découvrira pas cela. Mais cela ne consiste pas ou n'engage pas à croire que cela ne pourrait pas arriver. Quand S croit pleinement que P, S croit pleinement ou se trouve engagé à croire pleinement que cela pourrait arriver, mais que cela n'arrivera pas. Et le sens auquel S croit ou se trouve engagé à croire que cela pourrait arriver est le sens auquel S pourrait également dire que, logiquement, physiquement ou métaphysiquement, cela aurait pu se produire au cours d'un intervalle de temps passé, bien que cela ne se soit pas produit au cours de cet intervalle. Autrement dit, le sens auquel S croit ou se trouve engagé à croire que cela pourrait arriver ne témoigne pas d'une incertitude quelconque de la part de S quant à la question de savoir si cela arrivera. Quand S croit pleinement que P, S n'a pas le moindre doute quant au fait que ne seront jamais découverts de faits qu'il tiendrait si on prenait connaissance pour une preuve que non P. Or, du fait de croire pleinement que cela n'arrivera pas, aucune conclusion ne suit à propos de l'attitude qu'il faudrait avoir si cela arrivait. En effet, croire que ne seront pas découverts de tels faits ne consiste pas ou n'engage nullement à croire que si cela arrivait, ces faits seraient trompeurs. Ceci, à la différence du fait de croire que cela ne peut pas arriver. Croire que ça ne peut pas arriver consiste ou engage à croire que si cela arrivait, ces faits seraient trompeurs. Donc, en conséquence, croire pleinement que quelque chose est le cas ne rend nullement rationnel de former la résolution d'avoir une attitude dogmatique vis-à-vis de tels faits. Croire pleinement que P n'empêche nullement de croire pleinement que dans le futur pourraient apparaître des faits non trompeurs qui nous conduiraient à juste titre à réviser notre croyance que P. Mais croire pleinement que P consiste ou engage simplement à croire que cela ne se produira pas. Si cette conception de la croyance pleine est correcte, croire pleinement que P ou croire pleinement que l'on sait que P est le cas ne consiste pas ou n'engage pas à croire que tout ce qui pourrait sembler indiquer que non P est trompeur. Dès lors, à supposer que S sache que P, et que S sache aussi que si P est le cas, alors tout ce qui pourrait sembler indiquer que non P est trompeur, il ne s'ensuit pas que S sache que tout ce qui pourrait sembler indiquer que non P est trompeur. Car S ne peut croire cela qu'à la condition de s'estimer infaillible à propos de la question de savoir si P. Et savoir que P n'implique nullement de se considérer infaillible à propos de cette question. Savoir que P, de mon point de vue, ne rend donc aucunement rationnel d'estimer que, quoi qu'il puisse arriver, on ne devra jamais cesser de croire que P si l'on veut être dans le vrai à propos de la question de savoir si P. Je vais essayer de dire pourquoi je ne suis pas convaincu par cette solution. Je suis d'accord que si Nat croit que le PSG a gagné, le fait que le PSG a gagné n'implique pas que Nat est infaillible à propos de la victoire du PSG. Mais je ne suis pas d'accord que le fait de croire que, par exemple, tout journal qui imprime le contraire se trompe implique que Nat est infaillible. Donc le fait que le PSG a gagné implique que si un journal écrit le PSG a perdu, ce journal se trompe. Ouais. Mais ça n'implique pas qu'elle est infaillible. Donc même si... alors, en fait, peut-être le point le plus important, c'est tout ce qui est nécessaire pour le paradoxe, c'est de dire que si le PSG a gagné, alors tout ce qui indique que le PSG a perdu, tout journal qui imprime que le PSG a perdu, se trompe. Par contre, dans ta formulation, tu dis ce qui pourrait sembler indiquer. Alors, je ne suis pas sûr quel est le rôle de ce pouvoir. Est-ce que l'idée, c'est de dire si le PSG a gagné, alors
même si le PSG avait perdu et un journal imprimerait, si on est en train de parler de possibilités, où je ne suis pas sûr quel est le sens du pourrait, quel genre de possibilités on introduit et comme ça, et j'ai l'impression que ce n'est pas nécessaire. Et peut-être que ce pourrait, peut-être que le fait que tout ce qui pourrait indiquer que NOP est trompeur, peut-être que ça impliquerait que Nat est infaillible, et bien sûr, Nat n'a pas de raison de croire qu'elle est infaillible. Je peux accepter tout ça, mais ma question, c'est qu'on peut faire le paradoxe sans introduire ce pourrait du tout. Juste en disant, Nat sait que n'importe quel journal qui imprime que le monde a perdu se trompe. Elle n'a pas besoin de savoir que n'importe quel journal qui imprimerait que le monde a perdu se trompe. Donc j'ai l'impression que tout ce qu'elle a besoin, c'est de dire que si un journal en fait imprime que le monde a perdu, ce journal se trompe, donc autant prendre la pilule pour être sûr que je ne me fasse pas remettre en doute par les journaux. Donc j'ai l'impression que c'est vrai que cette solution ne rejette pas la clôture parce que justement le fait que le PSG a gagné n'implique pas ces choses plus fortes dont tu dis qu'elle ne les croit pas. Mais je ne pense pas que cette solution résout les meilleures versions du paradoxe qui n'introduisent pas ces questions d'infaillibilité et ces choses de possibilité. C'est ce qui me semble... Ouais, sur ce que tu dis, je ne conteste pas le fait que si P est le cas, alors tout fait qui semble indiquer que non P est le cas est trompeur. Il ne s'agit pas de dire qu'il pourrait ne pas être trompeur dans telle circonstance. Donc ce point-là est acquis, il me semble absolument pas contestable. Donc ce qui me semble contestable, c'est de dire que dès lors que l'on sait que P, et que l'on sait que si P, alors tout ce qui semble indiquer que non P est trompeur, il suit que l'on sait que tout ce qui semble indiquer que non P est trompeur. En apparence, le fait de rejeter cette idée-là semble consister à rejeter le principe de clôture. Et la manière dont je dis que ça ne consiste pas à rejeter le principe de clôture consiste à dire que pour pouvoir savoir cela, savoir la proposition qui, de mon point de vue, a des conséquences dogmatiques, parce que de 3 suit de 4, consiste à dire qu'en fait, la raison pour laquelle on ne le sait pas, c'est qu'on ne peut pas le croire. Et la raison pour laquelle on ne peut pas le croire, c'est que croire cela consisterait à se considérer infaillible à propos de cette question. Donc autrement dit, ça consiste à dire que dans le paradoxe du dogmatisme, pour dire les choses un peu différemment, on passe implicitement d'un statut qui est celui de la connaissance, et on essaie d'établir des équivalences entre ce qui suit du fait de savoir que ceci et cela, et on oublie le fait que pour savoir quelque chose, il faut d'abord le croire. Et le point, à mon avis, qui me semble crucial, c'est que la chose que l'on est censé savoir et qui est censée avoir des conséquences dogmatiques ne peut en réalité pas être crue, à moins de se considérer comme infaillible. Et c'était le sens de la solution que j'ai proposée. Ceci tout en disant que le fait que ça ne puisse pas être cru ne consiste pas à dire, et c'était le sens de la conception de la croyance pleine que j'ai proposée, que l'on s'estime infaillible et qu'on doute de la proposition en question. Donc c'était l'idée. L'idée principale, c'est qu'on oublie la croyance et on reste à un niveau qui est censé être celui de la connaissance et on réfléchit de cette manière-là en oubliant qu'il y a des implications doxastiques qu'on n'arrive pas, qu'on ne peut pas tirer dans ces circonstances-là. Et je me semble que cette approche a été négligée. C'est celle-là un peu que j'ai essayé de suggérer. Disons, par exemple, c'est juste dans l'histoire que j'ai formée, l'idée c'est que Nat, moi je dirais elle forme la croyance, c'est-à-dire Nat ouvre l'IB, dit le PSG a gagné, elle se dit et donc si le monde imprime cet après-midi que le PSG a perdu, le monde se trompe. Et moi je dis qu'elle... Elle ne peut pas croire ça. Elle ne peut pas croire ça. Elle n'a pas le droit de croire ça. Mais qu'elle ne peut pas si elle ne se considère pas comme infaillible. C'est-à-dire elle est incapable de le croire. Elle peut dire si c'est le cas, alors effectivement le monde se trompe, mais elle ne peut pas pour autant croire que c'est le cas de façon telle qu'elle pense que si c'est le cas, alors, si c'est le cas, alors le monde se trompe. Elle ne peut le croire que si elle se considère comme infaillible. Tu veux dire qu'elle n'a pas le droit de croire? C'est pas justifié de croire ça. Non, je pense qu'elle ne peut pas. Elle est incapable de croire ça. À moins de se considérer comme infaillible. Elle le dit, mais si le monde écrit autre chose. Oui, mais qu'elle le dise, c'est une chose, mais qu'elle puisse le croire, c'en est une autre. Et l'idée est de dire que elle peut dire si c'est vrai, alors le monde se trompe. Elle peut dire si c'est vrai, alors le monde se trompe. Elle peut dire, elle peut le savoir. Mais le fait qu'elle le sache et que le fait qu'elle croit que si c'est vrai, le monde se trompe, n'implique pas qu'elle le croit de façon telle qu'elle écarte les possibilités en question. Okay. C'était un peu ça. Des avis dans la salle ?